Donc, bonjour, Samuel Auret, paysagiste au CAUE Rhône Métropole. Je suis ravi de vous accueillir effectivement sur cette 4e journée du réseau Paysage et Cadre de Vie, consacrée à ce sujet si important qu'est l'eau. Je vais commencer juste par vous faire un petit topo du programme, que tout le monde ait une vision claire de cette journée assez chargée là, qui nous attend. On démarre ce matin jusqu'à 10h30 ici dans l'amphithéâtre, autour d'une table ronde. Qui va durer 1 heure. C'est un temps assez court, ça va être assez rythmé. Donc on essaiera de trouver un peu de temps pour les échanges sur cette table ronde, mais je pense qu'elle va être très riche déjà dans les présentations. Vous aurez certainement des questions. Si tout le monde ne peut pas prendre la parole, je vous invite en tout cas à le faire sur le temps suivant de la matinée, qui est vraiment consacré là aux échanges et à des prises de questions, que sont les ateliers. Donc on aura 3 ateliers thématiques qui partagent tous la même question, c'est comment mieux intégrer cette question de l'eau dans l'aménagement du territoire, mais à 3 échelles différentes. L'échelle du grand territoire, donc de la stratégie territoriale, l'échelle des opérations de construction et l'échelle de l'espace public, donc la petite échelle de la rue, de la cour d'école. Et donc ces ateliers auront lieu dans 3 lieux différents. Le premier, donc vous avez dû normalement, vous devez savoir où vous allez, en tout cas quel atelier sur lequel vous avez souhaité vous inscrire. Donc le premier atelier consacré à la stratégie territoriale restera ici dans la salle. Donc rapidement on essaiera d'organiser le lieu ici pour pouvoir vous accueillir avec les chaises devant. Et ensuite, les 2 autres ateliers se trouveront à l'étage. Il faut retourner dans le hall d'accueil du RISB, on vous guidera et on montrera au premier étage. 2 salles nous sont réservées pour accueillir ces 2 autres ateliers. Dans les rappels aussi que je voulais vous faire, donc certains d'entre vous se sont inscrits pour déjeuner. On a dû vous donner une gommette verte pour ceux qui déjeunent avec nous ce midi. Merci de respecter cela. Si vous êtes inscrit, vous pouvez déjeuner. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, le buffet n'est pas prévu pour assez de gens. Et puis en fait, le lieu, le RIS, s'il avait fait mauvais, on était limité en nombre de places à l'intérieur. Donc on a la chance qu'il fasse beau et donc certains d'entre nous pourront aussi s'installer dehors pour manger. Mais voilà, on avait ces contraintes-là aussi d'accueil des participants pour manger. Donc c'est un peu la règle du jeu. Et puis ensuite, j'oubliais, excusez-moi, les ateliers du matin feront l'objet d'une restitution en plénière. Donc à l'issue d'1h30 d'atelier en salle, dont on vous expliquera les règles sur place, le déroulé, on vous proposera un petit temps d'échange et de restitution où on reviendra tous ici dans la salle sur une petite demi-heure, avec un temps d'échange. Donc déjeuner ensuite, j'en ai parlé, et donc à 13h30 on a un petit peu de marge. Si on déborde, ça peut être 13h45, il faudra qu'on prenne la route de la première visite. Donc on partira à pied, on traversera le jardin Jacob Hugentobler, dont Vincent Véchambre nous a parlé en introduction, qui est juste en face, qui est une opération intéressante du point de vue de la gestion des eaux pluviales dans un jardin, mais qu'on ne visitera pas, en tout cas on le commentera pas, mais on vous laissera apprécier déjà la qualité d'aménagement de ce jardin. Et on ira à pied à la promenade de la gare à Villeurbanne pour la première visite. De la promenade de la gare, on prendra un car et des petits vannes, des petites camionnettes qui nous emmèneront sur la seconde visite, qui est également à Villeurbanne, qui est une opération qui s'appelle le terrain des Sœurs, sur la partie nord de Villeurbanne. Et depuis cette deuxième visite, on ira ensuite à la Croix-Rousse. Là aussi, les véhicules nous emmèneront à la Croix-Rousse, visiter le lycée Saint-Exupéry, qui est une opération, une cité scolaire qui a fait l'objet d'une réhabilitation-extension dans laquelle l'intégralité des eaux pluviales, bâtiments et espaces de cours sont gérés sur site. On aura la présentation de cette opération que personnellement je n'ai jamais visitée, donc ça sera une surprise.
Voilà pour le programme. Je vous informe aussi qu'on a une captation vidéo ce matin. Donc les échanges en tout cas ce matin, sur la table ronde donc de ce matin, les échanges donc sont filmés, sont retransmis en live logiquement, et ensuite ce sera aussi un support qui sera diffusé. Cette vidéo d'une bonne heure sera rediffusée à l'issue de la journée, suite à la journée, accompagnée d'une synthèse, puisqu'on tient à ce que chaque journée Réseau Paysage, les échanges restent à travers une synthèse qui est produite aussi par le CAUE et la DDT. Voilà, pour ce qui est de l'organisation de la journée. Je vous propose de passer à la table ronde. Si nos 3 témoins experts de cette table ronde souhaitent venir s'installer. Je vais faire une petite introduction de cette table ronde. Elle sera animée donc par le CAUE, par moi-même, et Elodie Brelot, du coup, qui viendra en appui dans l'animation, si tu veux tenir. Voilà. Voilà, donc cette table ronde, elle reprend le grand sujet de la journée, la gestion intégrée de l'eau au cœur des enjeux de transition des territoires. Alors, c'était quelque chose qu'on avait. Ce sont les premières lignes du texte du programme, mais en début d'année, une équipe de chercheurs internationaux nous annonçait qu'on avait franchi une 6e limite planétaire, qui était celle du cycle de l'eau. L'été qu'on vient de passer et dans lequel on est encore et voilà, avec tous ces enjeux de sécheresse qui perdurent encore, nous a bien montré à quel point cet enjeu de l'eau et cet enjeu de la ressource en eau était sensible, et elle nous touche tous. Elle touche tous les domaines d'activité des territoires, que ça soit l'habitat, la mobilité, l'agriculture forcément, et donc l'alimentation, l'artisanat, l'industrie, la production d'énergie, bref, tous les secteurs d'activité et tous nos usages des territoires sont impactés par la question de l'eau. Et donc l'eau en fait se révèle être un enjeu majeur de l'adaptation de nos territoires au changement climatique. Et en fait, c'est un véritable facteur de résilience de nos cadres de vie et de nos territoires. Donc cette 4e journée du Réseau Paysage, elle propose de mettre l'accent, sur les approches paysagères pour mieux intégrer l'eau dans le territoire et dans l'aménagement du territoire. Donc pour lancer cette table ronde, donc je vous propose déjà, on accueille avec nous, on a la chance d'accueillir et d'entendre Madame Grosperrin, qui est élue à la métropole de Lyon, en charge des questions liées à l'eau, Frédéric Cherki, qui est enseignant-chercheur dans le domaine de l'eau, Henri Bava, qui est paysagiste concepteur associé de l'agence Terre. Donc merci d'être avec nous. Je vous laisse, si vous voulez bien, vous présenter peut-être dans un premier temps. Et puis ensuite, on avancera vers la table ronde. Je vous passe le micro. Vous avez des micros devant vous. Bonjour, donc je suis Anne Grosperrin, ça va être simple, donc vice-présidente déléguée au cycle de l'eau. Et donc le cycle de l'eau, on a transformé cette appellation récemment à la métropole, ça s'appelait eau et assainissement. C'est une façon de signifier qu'on resitue cette question de l'eau effectivement dans une vision grand cycle. À l'échelle de la métropole. Je vous expliquerai aussi pourquoi, mais parce qu'on développe effectivement des politiques qui vont du passage en régie publique de l'eau potable, qui était jusqu'à maintenant en délégation de service public, à des politiques villes perméables dont on va parler effectivement aujourd'hui particulièrement, mais il y a aussi plein d'autres sujets qui sont abordés autour des questions d'eau qui est vraiment une question aujourd'hui fondamentale. Oui, donc Henri Bava, je suis paysagiste concepteur associé de l'agence Terre. Depuis 1986, nous développons des projets de paysage à différentes échelles où l'eau joue un rôle certes déterminant, mais intervient en interaction avec énormément d'autres composantes essentielles du site, les sols, la biodiversité. Enfin, vous avez parlé tout à l'heure d'histoire, de géographie, donc on a
on met en fait en association, en hybridation ces différents éléments pour développer avec un public donné, avec des habitants, avec des résidents, un projet de paysage à chaque fois. Bonjour, Frédéric Cherki. Donc, je suis enseignant en génie civil. Donc, j'enseigne tout ce qui concerne la construction, les bâtiments, les voiries, les réseaux. Chercheur en hydrologie urbaine. Donc, on s'intéresse aux questions du rapport de l'eau et de la ville et de l'eau. Et voilà, dans ce cadre, je vais intervenir avec une quinzaine d'années de recherche sur ces sujets liés à l'eau. Merci. Alors, pour engager cette table ronde, voilà, l'idée c'était de lever les sujets, d'introduire cette journée, donc peut-être de repartir des fondamentaux. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la gestion intégrée de l'eau ? Comment mieux intégrer l'eau dans l'aménagement du territoire ? Qu'est-ce que ça implique pour les acteurs de l'aménagement ? Et qu'est-ce que ça implique aussi pour nos cadres de vie et nos paysages quotidiens ? Pour commencer, je vais me tourner vers vous, Monsieur Cherki. Donc vous êtes spécialiste des questions de l'eau dans la ville. Quand on dit la ville, j'imagine qu'on parle de façon générale aussi de nos cadres habités, de nos cadres bâtis. Donc c'est l'eau, notre relation finalement, nous, avec l'eau, au sens large. Ça peut être aussi, j'imagine, pour des grandes villes comme une grande métropole comme Lyon, la métropole de Lyon, ou bien des plus petits bourgs. Pouvez-vous brièvement nous expliquer comment la ville, donc, ou nos lieux habités en général, ont évolué dans leur rapport à l'eau ? Comment elle évolue aujourd'hui et comment elle va évoluer peut-être dans le futur face aux défis de l'adaptation au changement climatique ? Et plus globalement, quels sont les enjeux de la gestion de l'eau et comment y répondre ? Alors je vous ai préparé quelques transparents pour illustrer un petit peu ça. On fait brièvement, on ne va pas faire toute l'histoire de l'eau en ville, donc on fait brièvement. Il y a cette image que j'aime bien en fait, ce dessin. Ce dessin, il est tiré d'un livre d'Albert Robida qui a été écrit à la fin du 19e et qui est un romancier en fait. Le livre est un roman et ce Albert Robida, il est passionné en fait de science. Et donc dans ce livre, en fait, il raconte une romance et à l'intérieur, en fait, il a imaginé comment serait la vie 100 ans plus tard, donc au XXe siècle. Et donc ce que vous voyez à gauche, en fait, c'est un dessin de ce qu'on imagine fin 19e, de comment sera la vie fin 20e siècle. Et si on regarde à gauche, donc on a des choses qui sont très nouvelles pour l'époque, mais qui nous parlent aujourd'hui, les réseaux d'égouts, les réseaux d'eau, même si le réseau d'eau il est un petit peu grand. Et puis à l'époque, on a imaginé le réseau des télés. Alors les télés, c'est autre chose que la télévision. La force motrice, qui revient à l'électricité, la lumière, le théâtre, la musique, c'est Internet. Et puis vous avez la compagnie alimentaire. Et à l'époque, en fait, l'idée très forte est qu'on peut tout résoudre techniquement, qu'on va pouvoir centraliser, qu'on va pouvoir faire des réseaux pour tout. Et on aurait pu avoir des réseaux pour s'alimenter en nourriture si on avait été jusqu'au bout de l'idée. Et donc cette image, elle est vraiment intéressante parce que quand on a conçu les réseaux d'assainissement pour gérer les eaux pluviales et gérer les eaux usées, en fait, on était dans une époque où on considérait que la technique, l'ingénieur, pouvait tout résoudre et que la ville, on pouvait la contrôler. Et donc, sans raconter l'histoire de la ville, en fait, c'est vraiment ce point qui est intéressant. On a eu une croyance à une époque qui était de pouvoir contrôler complètement la ville et d'avoir des solutions complètement techniques. Et on est arrivé aux systèmes qui sont sur l'image de droite, en fait, avec des réseaux unitaires au début et puis des réseaux séparatifs, où on voit la taille pour le réseau séparatif des tuyaux pour les eaux usées et on voit la taille des tuyaux pour les eaux pluviales. Les eaux pluviales, elles ont des très grands diamètres parce qu'il faut pouvoir récupérer la pluie qui va tomber une fois tous les 20 ans. Donc il ne faut pas que ça déborde quand la pluie la plus forte qu'on va rencontrer une fois tous les 20 ans, elle va arriver. Donc on fait des très gros diamètres. Mais comme on fait des très gros diamètres, finalement ces diamètres, ces tuyaux, ils sont sollicités complètement une fois tous les 20 ans. Donc on fait des grandes constructions qui vont servir très peu de temps. Mais à l'époque, on avait l'argent pour le faire, on considérait que la technique pouvait tout résoudre, ça a été une façon de voir. Sur le transparent suivant, on avance vraiment sur la façon dont on voit la ville et son rapport à l'eau. À gauche,
c'est comme on a vu l'eau à cette époque-là, c'est pour ça qu'on a fait des réseaux, on a considéré l'eau comme une menace. Vous avez une petite vidéo qui reprend une pluie qui a eu lieu en 2011 à Paris. Donc ça, c'est l'image qu'on a eue de l'eau pendant très longtemps en ville. L'eau, c'était une menace, et donc il fallait l'évacuer le plus rapidement possible en dehors de la ville, parce que ça posait des problèmes en termes d'inondation, et ça posait des problèmes en termes d'hygiène. Et la ville, elle a évolué, et notre rapport à la ville et à l'eau, il évolue, et on est en train de se positionner de plus en plus, heureusement, sur ce qui est à droite. Et on considère maintenant de plus en plus l'eau comme une ressource pour la ville. C'est une ressource pour la ville elle-même, pour les habitants, pour la biodiversité, mais c'est une ressource plus largement aussi pour les enjeux au niveau planétaire. Ça, c'est pour retracer un petit peu l'évolution de la ville. Si je continue sur le transparent suivant, je vous ai mis ici l'ensemble des enjeux auxquels la gestion de l'eau en ville peut répondre, ou auxquels elle doit répondre. J'ai essayé de les placer sur deux échelles, une échelle d'espace. Plus on est en bas et plus on a un caractère local sur ces enjeux, et puis une échelle de temps, en fait, plus on est à gauche et plus ces enjeux sont pas forcément urgents, mais les réponses vont être plus immédiates, et plus on est à droite et plus les réponses vont être sur le long terme. Je ne vais pas forcément détailler tout ce qu'il y a dedans, je pense que la majeure partie d'entre vous ont déjà vu beaucoup de ces enjeux. Ce qui est très intéressant, c'est de considérer que ces enjeux, leur prise en compte est nouvelle, mais ces enjeux, ils sont tous anciens en fait. Il n'y a rien de nouveau. C'est qu'on a décidé maintenant que c'était urgent d'agir et on a décidé qu'il fallait prendre en compte ces enjeux-là. Donc je pense qu'on pourra revenir pour les discussions sur ces enjeux si vous voulez qu'on détaille un petit peu, mais je ne veux pas passer trop de temps. Sur le transparent suivant, en fait, on va le faire apparaître, que je me souvienne. Voilà. Ça reprend exactement cette idée d'évolution de la ville. Donc on a fait des réseaux, on a fait des villes qui étaient imperméables, dans lesquelles on se débarrassait de l'eau. Et le 55% à gauche, il est très important. Dans ces villes imperméables, quand il pleut, on doit gérer plus de la moitié de ce qui tombe. Le gérer comme une menace, comme quelque chose dont il va falloir se débarrasser. Et on a fait des réseaux. En bas à gauche, on a une image d'un réseau aux États-Unis, mais on a les mêmes réseaux dans les grandes villes françaises, en fait. On a fait des vraiment grands réseaux pour pouvoir gérer ces eaux pluviales. Et on a fait des villes qui, finalement, avec ces réseaux, accélèrent beaucoup les écoulements et transforment la ville en un grand entonnoir qui va rejeter l'eau directement en sortie. Ça, c'est le passé, on l'espère, et on va de plus en plus vers le futur, qui est à droite, sur le transparent suivant, dans lequel on va incorporer de plus en plus de végétation en ville. Et l'objet de la végétation, c'est de pouvoir gérer plus naturellement l'eau, donc de pouvoir l'infiltrer. Toute l'eau qui va être infiltrée, en fait, c'est de l'eau qui va pouvoir recharger les nappes phréatiques, c'est de l'eau qui va avoir d'autres usages, qui ne va pas être perdue, qui va servir de ressource. Et tout ce qui est végétation va permettre d'évapotranspirer l'eau. Et au final, dans ce cas-là, si on est sur des villes très très perméables avec énormément de végétation, on se retrouve à avoir une part d'eau beaucoup moins importante à gérer. Donc ça, c'est, en bref, une façon de voir comment la ville évolue vis-à-vis de ces enjeux. Et il y a le dessin en bas qui reprend l'idée que la ville, elle peut être vue comme une éponge si on commence à faire des villes un peu plus perméables. C'est un des concepts qui existe. Donc l'éponge, elle va retenir l'eau et puis elle va la rendre quand ce sera nécessaire. Il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps, en fait, des chercheurs ont montré que ils ont fait des études sur les arbres dans les grandes villes françaises et ils considèrent que dans les prochaines années, dans les 10-20 prochaines années, il y a plus de 70% des arbres en ville qui sont menacés. Ils sont menacés parce qu'il n'y aura pas assez d'eau pour les alimenter et sont menacés aussi parce que les températures sont de plus en plus élevées et ces arbres-là, en ville, ils ne vont pas tenir sur ces températures-là. Et donc, retenir l'eau, c'est leur donner de l'eau et c'est aussi baisser ces températures. Si on avance sur le transparent suivant, il y a deux visuels importants. Le visuel en haut à gauche, en fait, c'est de dire que pendant très longtemps, l'assainissement, ça a été l'interface entre la ville et la nature. On faisait des réseaux pour collecter les eaux et on les envoyait dans le milieu naturel. Aujourd'hui, on ne fait plus ça et quand on pense les villes, on fait de la gestion intégrée où on fait vraiment toute la ville, la nature, tout l'ensemble va permettre de gérer l'eau et va apporter les bénéfices.
Et le visuel qui est en grand à droite, c'est un exemple de ce qu'on peut faire en ville sur une rue Canyon, où on va avoir de la végétation, on va avoir des modes de transport, on va avoir des bâtiments, et on va avoir toute une série de services rendus, services rendus par cette gestion de l'eau et par cette végétation. Donc que ça soit les différentes fonctions qui sont marquées ici. Donc on va de plus en plus vers cette notion de gestion intégrée, de ville perméable. Sur le transparent suivant, voilà ce vers quoi on va. C'est un exemple d'ouvrage. On appelle ça beaucoup aujourd'hui les techniques alternatives, c'est alternatif au réseau. On appelle ça aussi de plus en plus les solutions fondées sur la nature, parce que c'est des solutions qui sont mixtes entre du gris, du vert, et qui répondent à des enjeux sociétaux. Et puis on appelle ça des solutions de gestion à la source aussi, parce qu'on cherche à gérer la pluie là où elle tombe, ou des infrastructures vertes. Il y a beaucoup de noms différents. Mais l'idée, c'est beaucoup ce qu'il y a sur ce transparent-là. Si on passe sur le transparent suivant, ces solutions, en fait, c'est dans les enjeux d'évolution de la ville, elles doivent être pensées à différentes échelles. Elles sont pensées à l'échelle de l'habitat, collectif ou individuel. Il faut des solutions pour gérer l'eau, et donc il faut de la végétation, il faut de la nature. Mais on a des solutions aussi qui vont être à une échelle intermédiaire, de la rue, du chemin. Je pense qu'on verra pas mal de visuels avec l'intervention de Madame Gros-Perrin. Et puis après, on a des solutions qui sont à des échelles plus larges, du quartier. Et l'idée, c'est de faire ce que je vous ai montré sur la photo d'avant, à ces différentes échelles, et de s'intégrer dans la ville, et de rendre d'autres fonctions à la ville. Sur le transparent suivant, ça c'était un dessin qui a été issu d'un projet de recherche qui a maintenant une dizaine d'années, qui s'appelait Switch. L'idée était de basculer. Et c'est une vision qu'on pourrait avoir du futur, en fait. C'est une vision, parce qu'il y a peut-être des choses qui vous paraissent un peu étranges, mais en même temps, c'est une vision qui est assez différente. Moi, j'aime beaucoup cette image, en fait, parce que pour moi, c'est un bon symbole de changement de paradigme. Quand vous regardez l'image la première fois, vous vous dites, on n'aura jamais ça. Puis en fait, quand on commence à regarder en détail, on se dit, ah bah oui, ça peut être intéressant. Donc là, le projet européen était vraiment centré sur l'eau, donc tout tourne autour de l'eau en ville. Mais l'eau, elle est vraiment importante. L'eau, elle est vraiment au cœur de la ville, elle est vraiment au cœur de la vie. Je crois que c'était mon dernier transparent. Je ne sais pas si on a des questions tout de suite ou on fait... Merci. Je sais pas si... Est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette première intervention ou... Ça pose déjà un bon état des lieux. Je trouve que ça nous fait une bonne entrée en matière et c'est vrai qu'on perçoit, je trouve, à travers cet état des lieux et des enjeux qui nous attendent ou vers quoi on doit aller, des défis de transformation ou en tout cas des enjeux de transformation de la ville. Donc merci. Si vous le voulez bien, on peut... Élodie, tu veux rajouter quelque chose ou... On a dit que je faisais après. D'accord, très bien. Je vais peut-être me tourner du coup vers vous, Madame Gros-Perrin. En tant qu'élue à la métropole de Lyon, en charge des questions de l'eau, est-ce que vous pouvez du coup nous dire, face à ces défis, en tout cas comment les collectivités, et particulièrement une grande collectivité comme la métropole de Lyon, s'emparent de ces enjeux aujourd'hui? Quelles évolutions des politiques locales? Vous avez commencé à en parler un petit peu quand vous vous êtes présenté. Et également quels leviers sont en train de se mettre en œuvre ou vont se mettre en œuvre pour ces enjeux-là. Et peut-être aussi, est-ce que justement dans un territoire aussi vaste que la métropole, est-ce que cette politique se décline de façon différente? Est-ce qu'elle a des enjeux différents selon les différents secteurs? Centralité, nouvelles zones à urbaniser peut-être, mais aussi territoires périurbains, voire ruraux. Voilà, comment la métropole s'empare de ces questions-là? Merci, oui. Alors, on peut peut-être passer à la diapo suivante, du coup. Et encore la suivante, puisque c'était le début de la présentation. Voilà.
En fait, la métropole de Lyon ne découvre pas ce sujet de la ville perméable, puisqu'elle a développé une réflexion et des compétences depuis très longtemps au niveau des services de l'eau et de l'assainissement. Depuis les années 90, précisément, la métropole a vraiment réfléchi sur ces questions de gestion des eaux pluviales en ville, dites donc avec des techniques alternatives dites à la source, comme l'a précisé Frédéric Cherki, avec des premières réalisations. La plus emblématique date de 1997 sur le site de la Porte des Alpes, pour ceux qui connaissent. Ces compétences, en fait, étaient portées par les services de l'eau et de l'assainissement. Il n'était pas porté à l'échelle globale et à l'échelle de l'ensemble des politiques métropolitaines. Et fondamentalement, c'est ce qui change aujourd'hui, puisqu'on s'engage fortement dans cette politique que nous nommons ville perméable depuis le début du mandat, en raison des éléments que Frédéric Cherki a évoqués, mais d'autres aussi que je vais développer un peu plus. Pour resituer effectivement la problématique de la métropole de Lyon, vous avez, alors les images ne sont pas excellentes, mais vous voyez entre 1955 et 2015 l'artificialisation de la métropole. Absolument considérable, puisque en 10 ans, l'espace de 10 ans, entre 2005 et 2015, c'est plus de 10 000 hectares qui ont été artificialisés. Et cette artificialisation, effectivement, elle a renforcé considérablement les problématiques de gestion des eaux pluviales. Un chiffre important encore, 85% des réseaux de la métropole sont unitaires. À partir de là, vous allez imaginer aisément ce que devient cette eau pluviale, qui devrait être une ressource essentielle. Elle devient un déchet qui prend la direction des stations d'épuration. Donc on est dans un système qui est absolument plus, qui ne correspond absolument plus aux enjeux d'aujourd'hui, vous l'aurez bien compris. Et il était effectivement nécessaire pour la métropole de se doter d'une stratégie ambitieuse en matière de gestion des eaux pluviales en ville. Donc on a travaillé de manière un petit peu, on peut passer à la slide suivante, on a travaillé de manière transversale en fait, avec l'ensemble tout d'abord des vice-présidents qui sont concernés par cette question, au premier chef, c'est-à-dire la voirie bien sûr, l'urbanisme évidemment, la végétalisation, les bâtiments publics, collèges et bâtiments publics, et même l'économie, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises, donc des espaces privés qui peuvent être des partenaires dans la mise en œuvre d'une politique comme celle-ci. Juste un chiffre encore, 30% des espaces en ville sont publics, 70% des espaces sont privés. Donc pour être efficace dans des politiques comme celle-ci, il faut aussi travailler sur les espaces privés. Donc il faut créer des partenariats avec tous les partenaires que je vous ai cités pour pouvoir être réellement efficace. Et on va voir que c'est quelque chose qui est absolument essentiel, cette efficacité aujourd'hui. Donc ce qu'on a voulu mettre en œuvre, ce qu'on souhaite mettre en œuvre et ce qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est vraiment une politique d'adaptation au changement climatique. C'est pas autre chose en fait, la ville perméable. C'est vraiment un changement de paradigme qui est une politique d'adaptation. Donc tout ça, Frédéric Cherki l'a mentionné. On va passer à la slide suivante. Donc une volonté politique très forte qui part du constat qu'effectivement la façon dont on a construit, le problème vient de la façon dont on a construit et pensé nos villes, comme l'a précisé Frédéric Cherki, mais que la solution réside aussi dans la façon dont on la fabrique aujourd'hui, dont on la pense aujourd'hui. Et c'est un vrai changement de paradigme, parce que c'est pas une problématique hydraulique ou technique, fondamentalement. C'est vraiment, ça réinterroge en fait toute la fabrique de la ville. Et c'est vraiment une façon de replacer l'eau en amont de toutes les politiques publiques. On a eu pendant des décennies en France une vision très extractiviste de l'eau. C'est pour ça que je re-questionnerai aussi le mot ressources.
Parce que souvent, l'être humain, quand il s'approprie une ressource, en fait quelque chose qui a son profit et a une posture un peu prédatrice. C'est vraiment un changement dans la façon dont on considère l'eau. On ne pensait pas l'eau en amont des politiques publiques d'urbanisme. On avait les schémas que vous avez vus, on avait des solutions tuyaux, on mettait tout dans les tuyaux, ça partait le plus vite et le plus loin possible, et le problème était réglé. Donc ça nécessite vraiment de renouer avec nos ressources naturelles et donc de changer de référentiel. C'est-à-dire que ça change notre rapport sociétal à l'eau, et ça c'est un élément essentiel parce que ça va concerner l'ensemble des services effectivement avec lesquels on travaille, et ça va concerner l'ensemble des citoyens. Cette question de l'eau, c'est pour ça que je vous dis, cette question de l'eau, elle n'est pas technique, c'est-à-dire qu'il faut embarquer les citoyens dans ce changement de paradigme, dans cette façon de considérer l'eau et dans cette façon dans le rapport qu'on a à nos ressources naturelles en milieu urbain. C'est pour ça que souvent je dis on doit considérer l'eau comme une matrice. C'est la matrice du vivant, l'eau. C'est rien d'autre que ça. Et quand on parle de l'eau, on parle de nos conditions de vie, y compris en milieu urbain. Donc je me méfie du mot ressources, on l'utilise beaucoup évidemment, hein, mais je tiens à ce qu'on utilise aussi d'autres mots pour préciser l'importance qu'on donne à cet élément qui est tout à fait fondamental pour notre vie. Donc ça implique des cultures et des changements de culture et de mode de faire qui ne sont pas simples. Je ne vais pas vous donner une vision idyllique de la ville perméable. Je vais vous montrer des belles images après. Effectivement, on peut transformer la ville, on peut vraiment améliorer le cadre de vie également, améliorer les paysages, indéniablement. Mais ce changement de culture et de mode de faire, il n'est pas simple à faire. Parce qu'en fait, on a appuyé pendant des décennies et des décennies notre manière de construire la ville sur cette manière de faire qu'on vous a décrit, et que pour même des services de voirie, penser une ville perméable, ça remet en question en fait toute leur manière de faire, ça remet en question des métiers, ça remet en question vraiment une manière de penser la ville, et donc ça nécessitait un engagement politique très fort des vice-présidents qui ont porté ce sujet-là. Ça nécessite également une coopération, et j'ai oublié de le mentionner, je m'en excuse, depuis de longues années. En fait, si la métropole de Lyon a pu faire tout ça, c'est parce qu'elle a développé une coopération avec les chercheurs, notamment via le GREI et l'OTU, l'Observatoire de terrain en hydrologie urbaine, depuis 20 ans. D'ailleurs, il y a un ouvrage, je ne l'ai pas amené, mais il y a un ouvrage qui est très intéressant qui fait état de ces 20 ans de recherche et action dans ce domaine-là, qui est sorti récemment. Et donc, c'est aussi cette relation permanente avec des chercheurs et cette réflexion, cette interaction entre l'action de terrain, en fait, le développement d'expérimentation, de projets, et la recherche qui a permis effectivement aujourd'hui à la métropole de Lyon d'avoir des compétences et un socle de connaissances qui lui permet d'aller plus loin. Alors, je vous ai dit, donc ça passe par la sensibilisation, ça passe par la formation, et donc nous avons abouti en mars 2022 à une stratégie cadre qu'on appelle Ville perméable et qui embarque effectivement l'ensemble des politiques publiques qui sont concernées. Tout reste encore à construire ensuite en termes d'accompagnement. Pas tout, parce qu'on a déjà des choses qui sont mises en place, mais beaucoup de choses restent encore à construire pour relever deux défis qui sont essentiels aujourd'hui. C'est changer d'échelle et accélérer. Et vous aurez compris pourquoi. L'été 2022 a été vraiment une balise d'alerte extrêmement forte sur cette question de la ressource. Personne en France, ou très peu de gens, pensaient que nous pouvions être touchés dans nos territoires par la raréfaction de la ressource. Si nous le sommes, bien évidemment, tout le monde s'en est aperçu, y compris dans la métropole de Lyon, qui a des nappes phréatiques en tension notamment, mais pas seulement, des cours d'eau cet été qui ont été complètement à sec. Donc il faut se saisir de ce sujet très rapidement, beaucoup plus vite qu'on ne l'a fait, et changer d'échelle. Et c'est là où va résider toute la difficulté. On peut passer à la diapo suivante. Donc,
pour un certain nombre d'aspects, on a 2 axes dans cette stratégie. Pour un certain nombre d'aspects, on va dire que c'est relativement simple de mettre en place cette vision, ce changement de paradigme de la ville perméable sur la ville qui se construit, puisque là on peut penser véritablement en amont, et c'est ce qu'on fait maintenant avec les services. Chaque fois qu'on a un projet de ZAC, de PUP ou de réaménagement très important, on place cette question de l'eau en amont et on étudie comment on va la traiter différemment pour pouvoir effectivement réinfiltrer massivement l'eau pluviale et déconnecter de nos réseaux. Ça passe effectivement par la rédaction de programmes, par la réglementation sur la gestion des eaux pluviales, puisqu'on a une réglementation d'infiltration à la parcelle depuis déjà longtemps, mais qui est tout à fait insuffisante. Et donc on arrive quand même vraiment, là récemment j'ai travaillé sur un projet à la Soleil, qui est un projet d'écoquartier qui va voir le jour dans les années qui viennent. On a vraiment travaillé avec les aménageurs, les paysagistes sur cette question de l'eau très en amont. Donc je dirais que c'est relativement simple. Il faut maintenant que toutes les collectivités s'en emparent pour le penser systématiquement, le systématiser. Là où c'est plus difficile, c'est sur la ville existante. Et vous le savez bien, on a un milieu urbain très dense, des centres-villes très minéralisés. Et quand il faut, dans ces endroits-là, désimperméabiliser, c'est beaucoup plus complexe que dans la ville qui se construit. Donc on a aussi tout un tas de dispositifs qui sont en train d'être mis en œuvre, mais notre problématique, et c'est un des défis qu'on s'est lancé avec le TUE et le GRES, c'est de se dire comment on va faire pour véritablement changer d'échelle et accélérer ce changement de paradigme, puisque dans les 2 précédents mandats, on a déconnecté, désimperméabilisé 200 hectares sur 2 mandats, et que notre objectif là, c'est de désimperméabiliser 400 hectares. On peut passer à la slide suivante. 400 hectares, si vous le mettez en relation avec le chiffre d'artificialisation que je vous ai donné au début, en fait, c'est dérisoire. Il y a très peu de temps, je cite souvent cette anecdote, j'ai participé à un colloque international avec l'UNESCO sur les eaux souterraines. Et je faisais une présentation de la ville perméable, de la politique ville perméable, à des chercheurs qui étaient très intéressés par ce que développait la métropole en tant que collectivité. Et à la fin de la présentation, il y a une chercheuse du CNRS qui a levé la main et qui m'a dit « C'est super intéressant ce que vous faites à la métropole de Lyon, mais ce n'est pas à l'échelle. » Effectivement, je ne peux que souscrire à ça. Ce n'est pas à l'échelle. 400 hectares déconnectés, désimperméabilisés, ce n'est pas à l'échelle des enjeux de changement climatique auxquels on a à faire face aujourd'hui. Quand on veut développer des politiques comme celles qu'on développe en termes de végétalisation, par exemple, il y a un plan nature très important à la métropole de Lyon, on est obligé de penser cette question de l'eau. Vous avez bien vu, notamment, qu'il y a des arbres qui n'ont pas supporté cet été 2022. Beaucoup sont morts. Et on n'a pas d'autorisation de les arroser, ce qui est tout à fait logique dans une période de sécheresse et de crise, au-delà de 3 ans, de 3 années. Et donc, souvent, les arbres qui ont au-delà de 3 ans sont fragilisés et meurent. Si on veut effectivement diminuer les îlots de chaleur urbaine, avoir plus d'évapotranspiration, il faut végétaliser massivement. Et pour végétaliser massivement, il faut que les arbres soient irrigués. Donc il faut impérativement mener conjointement en fait, ces politiques pour être efficaces. Donc j'insiste là-dessus parce que ça paraît sinon ça paraît être une politique assez idyllique. J'ai souvent tendance à dire qu'on a raté la marche de la transition écologique. Ce qu'on fait aujourd'hui, il fallait le faire il y a 20 ans pour être vraiment efficace. Et là maintenant, il va falloir véritablement accélérer. Voilà, donc je vous ai mis ce qu'on a identifié effectivement comme les conditions de la réussite, la transversalité et la pluridisciplinarité des équipes projet et gestion. Donc c'est ce à quoi on est en train de travailler. L'identification des freins et la mobilisation des leviers, parce qu'il y a des freins, et si on ne lève pas ces freins, si on ne les travaille pas collectivement, on n'y arrive pas. Il y a la nécessité d'industrialiser, entre guillemets, et d'adapter au cas par cas des techniques. Et donc à penser effectivement les choses en termes de foncier en amont, en réserve de foncier, en début de projet, et penser dans des espaces qui peuvent être multifonctionnels.
Voilà, écoutez, c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Retenez bien ces deux défis, parce que je pense que c'est très important, l'accélération et le changement d'échelle. Et les images qui vont suivre sont donc des quelques exemples de projets pour que vous ayez une représentation de la façon dont ça se construit en fait, concrètement, à quoi ça ressemble des projets de désimperméabilisation dans la ville. On peut peut-être faire passer les images qui sont assez très parlantes. Merci, Madame Gros-Perrin. Est-ce que certains veulent poser des questions suite à cette intervention ? Moi j'ai entendu deux mots, accélérer, l'urgence face à tous ces défis, et j'ai entendu la question moi de la complexité. C'est-à-dire que alors sur la ville existante particulièrement, mais globalement, il y a quand même une complexité à mettre en œuvre peut-être. Aujourd'hui, je crois qu'Élodie, tu le rappelleras, mais on sait faire, on a toutes les techniques. Maintenant, la complexité, elle vient aussi de plein d'autres enjeux. On l'a vu, les questions peut-être de transversalité entre services, les questions, surtout sur la ville existante, de friction, ou en tout cas de comment ces enjeux-là s'insèrent dans la ville existante, ses usages, mais aussi son existant patrimonial, etc. Donc on est, il me semble, face à quand même du coup ces enjeux de complexité. Alors c'est vrai que j'avais envie de me tourner vers vous, Monsieur Bava, justement pour savoir un peu comment les paysagistes concepteurs justement répondent à ces enjeux de l'eau et répondent à cette complexité. Et c'est vrai que plus largement, en écho au thème de la journée, comment la question paysagère, l'approche paysagère permet de répondre à ces différents enjeux et permet de mieux intégrer l'eau dans les territoires et dans leur existant. Voilà. Oui, pour répondre d'ailleurs aux défis relevés à la fois par M. Cherki et par Mme Gros-Perrin, il faut tout de suite changer aussi de mode de représentation pour bien comprendre justement cet aspect transversal de l'eau en ville. Donc les paysagistes travaillent énormément en coupe, parce que pendant longtemps le paysage était essentiellement visuel, le paysage visible. Et pour poursuivre les propos qui ont été tenus avant moi, il faut imaginer aussi, ou représenter aussi le paysage invisible, le dessous, le sol profond, le système racinaire, les nappes phréatiques. Donc tous ces éléments qui ne sont pas directement donnés à voir soient présents dans notre manière de penser la ville. Sinon, notre regard s'arrête effectivement au fameux sol imperméabilisé. Et là, il s'agit de savoir pourquoi on doit infiltrer l'eau, comment ça va interagir avec ces différents éléments déjà présents. Sur l'image suivante, voilà, on voit, nous sommes en 88 et par hasard, j'étais présent, par hasard, je faisais un concours à Nîmes sur le jardin de la Fontaine. En 88, c'était le jour des inondations où la ville s'est retrouvée sous l'eau. C'était on peut dire une catastrophe. Il y a eu des décès d'ailleurs. Et ça a complètement métamorphosé, je dirais, mon regard sur la ville, parce que ensuite, quand il y a eu la décrue, je me suis rendu compte que effectivement tout le système de tuyauterie finalement souterrain n'avait pas supporté la mise sous tension liée à l'eau et avait explosé. Donc l'ensemble des rues de la ville étaient complètement ouvertes, comme éventrées. Et juste un an après, 2 ans après, 2-3 ans après, il y a eu le concours pour un lycée, justement dans la partie basse de la ville de Nîmes, là où les dégâts ont été les plus forts. Et là, il était question de créer un lycée sur 6 hectares pour 1200 élèves. Donc la ville se développe, bien entendu, elle se développe. Mais cette mémoire de la ville éventrée de ces inondations m'ont poussé à imaginer toute la parcelle de ce lycée de 5-6 hectares sans tuyaux. Donc j'en ai parlé à l'ingénieur qui était dans notre équipe, Jean Olivès, donc,
et qui a accepté très volontiers de changer sa manière de faire, de ne plus avoir un seul tuyau, de ne plus financer cette tuyauterie souterraine, mais de mettre tout à coût constant, je dirais, sans surcoût. On a imaginé tout un paysage résilient, absorbant, qui fonctionne, qui fasse en sorte que le lycée soit un lycée inondable, avec des parties en creux, énormément de jardins en creux, plantés mais en creux, absorbants, le tout étant relié, bien sûr, ensuite à un exutoire. Donc voilà, c'était le premier élément. L'image suivante, on a poursuivi quand il s'est agi du quartier de Boulogne, sur les anciens terrains Renault. Là, c'était le maître d'ouvrage qui était complètement porteur du projet, c'est-à-dire Jean-Louis Subilot, avec cette idée de macrolo. Alors on aime ou on n'aime pas cette idée de macrolo, mais ce qu'il imaginait là, c'est que chaque bloc urbain était confié à un architecte en chef, même s'il y avait différents architectes, et il y avait surtout un jardin confié à un paysagiste différent, par bloc, et chaque paysagiste, chaque jardin devait collecter les eaux de pluie de tous les bâtiments, de toutes les toitures. Cette eau collectée par jardin elle est conduite à ciel ouvert dans des noues urbaines, dans les espaces publics. Et nous étions en charge d'un parc inondable. Donc on est dans la suite finalement de cette première idée de 88, où l'ensemble du parc peut réagir à différents niveaux d'eau, différentes inondations. L'eau est conduite jusqu'au parc, elle est filtrée, bien entendu, et ensuite ce parc vit et il participe, il fait en sorte que de la vie urbaine, il montre le climat en fait, il réagit par rapport au climat, au niveau de précipitation. Sur l'image suivante, c'est un autre parc, le parc des Docks de Saint-Ouen, où cette fois-ci nous avons imaginé de faire en sorte que les eaux de pluie soient recueillies dans les espaces publics et dans le parc, c'était important, mais en plus, il devait générer une écologie, une biodiversité le long du circuit d'eau, et qu'il était important aussi d'interagir, de créer une socio-écologie du lieu avec différents jardins partagés, des mises en culture de parties, même si elles sont publiques, de mise en culture de surface données à des associations pour faire en sorte que le lieu vive, qu'il y ait une animation, que ce paysage ne soit pas simplement un paysage du regard ou de la biodiversité, mais qu'il soit aussi un paysage vivant pour les habitants, avec des événements, avec des cours de jardinage et autres, pour créer une centralité dans ce quartier. Sur l'image suivante, c'était la question à Marseille sur le Euromed 2, le quartier Euromed 2, avec François Leclerc, urbaniste. Ici, pour le rôle des paysagistes dans cette partie qui était finalement de planification, nous sommes avant le projet, plutôt que de rester sur le site même du quartier déterminé, qui est sur le port de Marseille, nous, paysagistes, nous sommes sortis. C'est là où on change d'échelle, comme disait tout à l'heure Madame Gros-Perrin. Nous sommes sortis, nous sommes allés beaucoup plus loin que le site incriminé. Nous sommes sur les hauteurs du massif des Égalades et nous avons regardé de haut, finalement, le lieu en question, en nous apercevant que dans le massif des Égalades, nous avons des sortes de canyons. En fait, l'érosion travaille fortement l'ensemble du relief. C'est un climat sec, certes, mais avec de très fortes précipitations. Et nous avons suivi le parcours de l'eau depuis le haut du relief jusqu'au futur quartier d'Euromed 2, finalement en dessinant, sur l'image suivante, en dessinant, là encore, un parc capable de non seulement créer finalement la charnière entre le futur quartier et le Marseille actuel, mais aussi de recueillir ces eaux de pluie, de pouvoir complètement faire en sorte, créer un effet éponge, comme disait tout à l'heure Monsieur Cherki, et de faire en sorte qu'il y ait une continuité, enfin pour les futurs habitants, qu'ils soient mis en continuité, qu'ils soient orientés. S'ils suivent le parc, ils remontent vers le massif des Égalades, vers le côté naturel du site, ou alors, s'ils suivent le parc dans l'autre sens, ils arrivent jusqu'au port. Donc on fait une mise en orientation grâce au paysage, mais en même temps avec cette fonction hydraulique très forte.
Sur l'image suivante, cette fois-ci, les paysagistes deviennent urbanistes. Nous sommes à Marseille, nous sommes à Strasbourg sur le quartier des Deux Rives. L'équipe choisie est une équipe avec des paysagistes mandataires. Et nous mettons donc en avant ce changement d'échelle, là encore, pour mieux comprendre le site qui, lui, fait 80 hectares, mais qui est plutôt dirigé d'ouest en est. Strasbourg s'est développé les 30 dernières années d'ouest en est, c'est-à-dire vers l'Allemagne. Nous avons pris finalement l'échelle de la vallée du Rhin qui, elle, est nord-sud. Elle n'est pas est-ouest, elle est nord-sud. Et là, en développant une analyse beaucoup plus au nord et beaucoup plus au sud, nous nous rendons compte qu'il y a des forêts alluviales encore présentes aujourd'hui, au nord et au sud, et que ce futur quartier peut très bien reconnecter ces forêts encore présentes, faire en sorte que l'écologie encore présente soit connectée, qu'il y ait un réseau écologique au travers d'un futur quartier qui sera habité, certes, mais qui sera parcouru par des parcs linéaires le long du réseau d'eau. Sur l'image suivante, donc nous nous rendons compte qu'il y a tout un travail sur le sol. Donc je relie vraiment la question de l'eau à la question du sol. Et ici, pour éviter d'avoir un seul mètre cube de terre végétale importée dans le site, on a utilisé la terre végétale présente. Alors qu'on avait des plateformes portuaires stériles, nous sommes allés chercher la terre végétale d'avant, je dirais, qui a été recouverte depuis de nombreuses années. Et il y a eu tout un travail premier de terrassement, donc sur les 80 hectares, c'est-à-dire les parties publiques comme les parties privées ont été complètement terrassées, complètement transformées, avec des tas de terre. On a travaillé avec Sol Paysage pour régénérer réanimer cette terre végétale et créer la ville absorbante, une ville fertile, avec les plantations qui sont ici le long de l'eau, qui sont ces cordons de parcs forestiers qui sont premiers, qui sont établis avant même que le premier bâtiment puisse être construit. Donc ça, c'était le paysage absorbant qui anticipe la ville. L'autre image suivante. C'est le dernier élément, nous sommes ici à Barcelone, et là la question était de créer la place centrale sur l'avenue Diagonale à Barcelone, et la ville de Barcelone décide de mettre en souterrain ce trafic, parce qu'au départ c'est un échangeur autoroutier élevé à une sorte de viaduc autoroutier qui est mis en souterrain. Cette mise en souterrain nous permet de développer une idée de place-parc. Encore une fois, on absorbe l'eau de pluie, on absorbe l'eau en plein cœur de la ville. Nous ne sommes pas dans des territoires périphériques, nous sommes en plein cœur de la ville. Sur l'image suivante, on le voit ici en coupe, donc avec le trafic en souterrain. Et cette perméabilisation, cette ouverture des sols nous permet de créer des espaces publics, mais aussi ponctués de puits écologiques, en fait, de puits avec un sol profond, des puits qui sont eux-mêmes clos, donc avec des barrières qu'on ne voit pas, qui sont insérées dans la végétation, mais qui font en sorte que la biodiversité est ici complètement protégée. Donc on absorbe l'eau de pluie, certes, mais on crée une biodiversité protégée, renforcée. Donc on inscrit dans le sol, donc on a différentes îles finalement complètement biodiverses dans ce cœur de ville. Et cette idée-là, finalement, elle va être développée à l'échelle de l'ensemble de la ville de Barcelone. Donc on démarre sur un lieu très précis, un cœur de ville. Et c'est la dernière image, je crois. Voilà, c'est le plan qu'on voit là-haut. En fait, l'idée de la ville de Barcelone, c'est de dire, à partir du parc des Gloires catalanes, de la place parc des Gloires catalanes, ils se sont dit qu'ils pouvaient finalement réserver au trafic simple dans la grille barcelonaise une voie sur 3. C'est-à-dire 2 voies sur 3 pour être complètement données aux habitants, à la biodiversité, à la perméabilisation des sols, à l'infiltration de l'eau de pluie, descendre la vitesse, mobilité douce.
Donc c'est un changement radical de la ville existante, cette fois-ci. Donc c'est très ambitieux comme politique. Et d'avoir uniquement une voie sur 3 dévolue, comme aujourd'hui, au trafic, donc en grand boulevard européen qu'on connaît très bien à Barcelone. Mais donc il y a un enjeu énorme sur les 2/3 des infrastructures de la ville qui devraient très prochainement changer de nature. Voilà. Merci pour cette démonstration au travers de différents projets. Merci à tous les trois déjà pour vos interventions et vos 3 points de vue complémentaires. Effectivement, je crois que dans les mots-clés qui ressortent de vos 3 interventions, c'est le changement de paradigme que pour certains, on a démarré depuis longtemps. Vous parliez des années 90, c'est la naissance du grès aussi, et on a avancé ensemble, Métropole de Lyon et Grès, sur cette prise en compte des eaux pluviales. Ça fait longtemps, moi, il y a un moment donné, on me disait, mais le grès, que fait le grès? Ça fait 30 ans que vous êtes là et on continue à faire du tuyau. Mais bon. Et ce qui est certain, c'est que le changement climatique et la place, le besoin de nature en ville fait appel à cette accélération. Cette accélération et cette massification, vous parliez de changement d'échelle, c'est massifier finalement la place de la nature en ville et la gestion des eaux pluviales en ville. Et c'est un vrai questionnement aujourd'hui. Je pense que le sentiment que les techniques, on les connaît, les solutions techniques, les réponses qu'on doit apporter, on les connaît tous, mais pour autant, on continue souvent à faire comme on a toujours fait. Le changement de pratique, le changement de paradigme, ça demande du temps. J'aimerais peut-être vous interroger, Anne Gros-Perrin, sur j'ai le sentiment qu'il faut donner à voir, qu'il faut montrer, et qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la démonstration scientifique, parce que d'abord, les gens lisent moins, me semble-t-il, disent peu. Et puis, on fait appel à l'image. On fait appel à vous pour synthétiser tous les concepts et toutes les idées qu'on va développer aujourd'hui. On fait appel à ça au niveau des paysagistes. Ils utilisent leur crayon pour montrer ce qui ne se voit pas. La métropole de Lyon, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et comment vous utilisez finalement ces réalisations pour sensibiliser les services, pour sensibiliser les autres acteurs, ou comment vous allez les utiliser ? Vous avez plein de choses existantes sur le territoire. Oui, alors effectivement, il y a déjà beaucoup de choses existantes, mais on va réfléchir à d'autres choses. Récemment, Hervé Caltran, que je vois dans la salle, a réalisé un livret technique avec d'autres services pour pouvoir acculturer, en fait, comment on fait pour planter un arbre de pluie. L'arbre de pluie étant un des nombreux dispositifs qu'on utilise dans la ville existante pour désimperméabiliser et pouvoir infiltrer, irriguer la végétation. Et en fait, nos services patrimoine végétal n'ont pas ces techniques-là. Donc il faut les apprendre. Il faut réaliser des livrets techniques qui permettent effectivement d'acculturer et de former. On a des réalisations qu'on montre très souvent à la métropole de Lyon, mais on a l'intention également de réaliser un espace démonstrateur avec des techniques qui puissent effectivement servir de support à la formation et à la démonstration. Parce que comme vous le dites, il faut voir. Et puis moi j'ai demandé au service aussi de travailler sur la signalétique de ces espaces en ville. Parce qu'il y en a déjà un certain nombre, ils sont relativement nombreux, mais on passe à côté sans savoir. C'est des nouveaux objets finalement, ces objets hydrauliques qui sont végétalisés. Voilà, ils ont une fonction hydraulique, mais ils sont végétaux. Et ça pose plein de problèmes, effectivement, qu'on n'imagine même pas. Quand je parlais des freins tout à l'heure, dans la métropole de Lyon, il y a une règle qui est la métropole entretient le végétal vertical et les communes entretiennent le végétal horizontal. Quand on est face à ces nouveaux objets, ça ne fonctionne plus. Puisqu'en fait, il y a du vertical, il y a de l'horizontal, il y a plusieurs strates de végétation, et il faut complètement repenser la façon dont on les entretient également. Donc ça nécessite effectivement de travailler avec l'ensemble des communes de la métropole pour vraiment trouver des réponses à ces questions qui ne soient pas effectivement bloquantes par la suite pour le massifier, comme vous dites, et changer d'échelle. Et effectivement, vous êtes dans un projet européen artisan piloté par l'OFB, dont la vocation est justement de voir comment déployer cette solution fondée sur la nature. Et la métropole est un des sites pilotes, notamment avec nos ouvrages de gestion des eaux pluviales.
Je vais continuer sur la question de voir, dans la collaboration qu'on a mis dans l'atelier Ville Perméable, je parlais de mutualisation de nos compétences complémentaires. Et moi, il y a un truc qui m'épate, c'est le coup de crayon des paysagistes, finalement. Et vous avez démarré comme ça, en disant, finalement, le paysagiste, aujourd'hui, il ne montre pas uniquement ce qui se voit, mais aussi ce qui ne se voit pas. Et en arrivant ici, on a échangé sur le décès de Thierry Métro, qui était un urbaniste paysagiste, et qui m'a épatée parce qu'il faisait les dessins de ses projets par temps sec et par temps de pluie. Et avec la pluie rayonnante, la pluie joyeuse, où finalement on va barboter peut-être dans l'eau, mais le territoire est prévu pour ça. Est-ce que le dessin des paysagistes a évolué ? Vous l'évoquiez, mais avec la place de l'eau. Et quelle est la puissance ou quelle est la force de cette représentation, selon vous ? Oui, la représentation évolue en même temps que les mentalités, en fait, et la manière de concevoir les choses. Donc, j'ai parlé de le travail en coupe. On a fait d'ailleurs récemment une exposition à Paris montrant différents projets uniquement par la coupe. Donc, comment on peut comprendre le projet, la mise en place d'un système hydrologique, un système lié au sol, d'absorption, mais aussi une nouvelle identité locale, culturelle, à chaque fois par la coupe. C'est important. Et c'est indispensable, mais il y a plus aujourd'hui. Il ne faut pas seulement, je pense, représenter, il faut pas seulement simuler ce qui va se passer, c'est important. Il faut aussi travailler, comment dire, il faut chiffrer, en fait. Il faut commencer à calculer et à imaginer le futur avec des chiffres. Et aussi calculer les effets produits par ce que nous avons par le projet. Donc, par exemple, en ce moment à Toulouse, nous travaillons sur la Garonne, une renaturation de la Garonne, et en même temps, il y a un programme LIFE, c'est un programme européen, avec différents bureaux d'études qui analysent aujourd'hui la qualité de l'air, de l'eau, la biodiversité, les différentes espèces en présence. Et ils évaluent aujourd'hui ce que le projet qu'on va mettre en place pourrait changer, donc c'est une évaluation, mais ensuite ils vont revenir et mesurer à nouveau l'ensemble des paramètres pour voir si leur évaluation était juste, ou enfin quel est le degré de précision. Et ça, c'est un programme à l'échelle de toute l'Europe. Et c'est important de mesurer, donc de dire notre projet va permettre avec une mesure, une intention au départ, et ensuite que ça soit certifié, et donc ça peut servir d'exemple. Ensuite, on a non seulement des images de la qualité du dessin, mais on a aussi des scientifiques qui viennent appuyer notre dessin. Bon, vous faites la transition toute faite avec Frédéric, mais c'est amusant parce que venant du monde scientifique et technique, moi j'ai le sentiment qu'on est j'ai entendu, on est dans l'ère post-truth, post-vérité, où finalement les décisions se prennent plus avec l'affectif et la perception, voire les croyances, que la preuve. Et vous qui êtes dans finalement la représentation au départ et le côté plutôt, j'allais dire poétique, pas que, mais visuel, vous insistez en disant il faut avoir la preuve scientifique finalement. Donc, quel est le rôle des scientifiques pour accélérer ce changement ? Quelle est la place de la parole du scientifique dans tout ça ? Alors, quel est le rôle du scientifique ? Je voulais juste revenir sur ce qu'on disait sur le changement, juste avant, en fait. Au 19e, ce que je montrais au début, c'est que c'était l'époque des grands travaux. C'est-à-dire qu'on pouvait, d'un coup, décider de mettre des réseaux partout, de construire. Et aujourd'hui, on est à l'époque des petits aménagements, en fait. Et au 19e, il y avait une personne qui décidait et on faisait. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça, en fait. Et donc, on est... le rôle des scientifiques, quelque part, c'est de s'inscrire dans une participation de tous, en fait, pour avancer, en fait. C'est-à-dire qu'on va être là, peut-être en amont, dans certains cas, pour essayer de proposer des choses novatrices. On va peut-être être là aussi en termes de mesures ou de caution scientifique sur certaines réalisations ou sur certains travaux. Mais après, je pense que
c'est plus, on s'inscrit dans un tout en fait où si on veut aujourd'hui réussir à avancer, peut-être plus vite, accélérer, etc., changer d'échelle, tous les acteurs doivent s'y mettre en fait. On est tous à devoir travailler ensemble. Après, ça pose d'autres questions aussi parce qu'on est tous sur des échelles de temps très différentes. Mais le rôle de scientifique, on dit souvent qu'il est en amont sur ce qui aider à produire des choses nouvelles. Je pense qu'il est en aval aussi sur la mesure. Mais il est aussi d'aller accompagner le discours sur place, en fait, et de ne pas forcément laisser le technique ou le politique aller convaincre les habitants, aller convaincre qu'il faut changer. On est aussi sur un rôle peut-être qui était peut-être moins marqué avant, où le scientifique était un peu plus séparé. Et maintenant, on est confronté, en fait. Partie prenante. Finalement, partie prenante. On est partie prenante, c'est ça. À moins je vois qu'il y a des questions dans la salle, peut-être qu'on peut les prendre, mais je voulais juste revenir sur un terme. Vous avez parlé de petits aménagements et en même temps qu'aujourd'hui on est plutôt sur ces questions-là. Effectivement, on rentre dans une logique et surtout dans la ville existante, d'arriver à faire là où on peut, on va dire. Et en même temps, Monsieur Bava, vous nous montrez des exemples où justement cette approche par le paysage, elle permet de dézoomer et en fait on finit effectivement par créer des petits aménagements, mais il y a ce rôle extrêmement important dans vos projets, en tout cas ce que vous montrez dans ce changement d'échelle, de s'insérer dans des enjeux territoriaux, des enjeux, il y a la question des sols, il y a à de nombreuses questions complexes, mais à des échelles et cette imbrication des échelles. C'est plus une remarque qu'une question, mais c'est vrai qu'on a vraiment cette imbrication extrêmement importante à faire. Et voilà, votre présentation le montre très très bien, je trouve. Bonjour, Mathieu Hervé. Moi, je suis ingénieur en BTP à la base, donc j'ai une vision très cartésienne de l'eau, je pense. Je voulais juste faire une remarque. Quand on parle d'eau, et c'est vrai pour le monde scientifique, pour le monde paysager, pour un peu tout le monde, on parle très souvent du dimensionnement et de la gestion de la présence de l'eau. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un autre problème, c'est la gestion et le dimensionnement sur l'absence de l'eau, la rareté de l'eau. Quand on fait de l'eau, on sait dimensionner des tuyaux, et vous l'avez dit, on les a dimensionnés historiquement comme qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'on a dimensionné des réseaux pour gérer des pluies de 20 ans, pour gérer des pluies qui ont une période de retour de 20 ans. Aujourd'hui, on n'a jamais dimensionné les choses pour l'absence d'eau, pour des sécheresses de période de retour donnée. On n'a jamais conçu, quand on dit qu'on est un acteur, un ingénieur de l'eau, on est un hydraulicien. On n'est pas un absence d'olicien. Et c'est des détails, mais c'est très important. Quand on conçoit nos réseaux hydrauliques, on les prévoit pour réussir à gérer des grandes quantités d'eau. On ne les conçoit pas pour qu'ils maintiennent le peu d'eau qu'il y a quand il y en a peu sur les milieux et qu'il en évacue une partie. On n'a jamais poussé les choses avec cette réflexion-là. Quand on va parler d'un paysage, on va gérer le cas extrême de l'inondation. Quand on disait tout à l'heure, c'est intéressant d'avoir des images avec la période normale, la période en pluie. Moi, je rajouterai une période qui est celle de la sécheresse. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille jusque-là. Et qu'on ait aussi en tête que les solutions parfaites n'existent pas, que le monde est complexe. Quand vous parlez des données chiffrées, moi je suis persuadé que nos décideurs ont besoin de chiffres, qu'il faut avoir en tête que les chiffres ne donneront pas la solution à tout et que derrière le poids politique il est primordial parce que si on n'a pas jusque-là fait tout ça, c'est parce que c'est plus compliqué dans notre monde d'aujourd'hui, parce que nos indicateurs des décisions, ils ne nous poussent pas à prendre ces décisions-là. Et que sans un vrai choix politique, on n'ira pas. Il ne faut pas se leurrer. C'est pas parce qu'on a des belles images et qu'on est persuadé en lisant un guide que ça coûte moins cher qu'on va y arriver. C'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Enfin, après, je pourrais parler de mon expérience et il faut des vraies ambitions politiques derrière tout ça. Voilà. Merci. Merci. Oui, je pense qu'on va. Vous voulez réagir rapidement? Allez-y. Enfin, j'ai pas la réponse définitive, mais effectivement, c'est important. On l'a vu, qu'on le veuille ou non,
en tout cas en France cet été, non seulement on a des paysages secs, mais on a des paysages qui brûlent, on a des forêts qui brûlent. Donc il y a tout un travail sur les massifs forestiers à repenser. En fait, la continuité de la canopée forestière, il suffit qu'il y ait une étincelle à un endroit, toute la forêt brûle. Donc il faut repenser la forêt. Donc on a eu récemment un travail sur ce qui s'appelle le MedNet, les paysagistes méditerranéens qui ont fait des propositions sur comment traiter la forêt, comment reforester d'une autre manière. Sur le paysage sec, il y a presque un côté esthétique. Il faut accepter que les paysages soient parfois secs. Il faut repenser la notion de localité. Quand on dit la végétation doit être locale, là, ça remet en cause la végétation locale. Enfin, le changement climatique fait qu'on va avoir une végétation d'une région voisine, certainement, plus au sud, qui va se déplacer vers le nord. Donc il y a tout un travail à mener avec les producteurs de végétaux, les pépinières et autres, pour qu'il y ait une palette végétale plus adaptée, qui puisse accepter ces températures. Il y a un travail sur les sols. Comment faire en sorte que les sols soient un peu plus rétenteurs d'eau, que cette rétention, elle puisse la pousser au maximum. Enfin, il y a énormément de questions qu'on peut qualifier de techniques, mais aussi qui doivent entrer dans les projets, effectivement. Donc ce changement climatique, il n'est pas que dans l'excès d'eau, il est aussi dans la raréfaction de l'eau et l'alternance de saisons sèches, saisons très très humides. C'est très complexe, en fait, finalement, de résoudre ces variations extrêmes. Mais en même temps, nous y sommes. Très bien. Je pense que c'est compliqué de conclure. Ça ouvre tellement de questions et d'interrogations. Moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, on est dans l'urgence. Il faut agir rapidement sur ces sujets-là. Je retiens aussi de votre intervention et le parallèle aussi avec l'histoire, c'est qu'à une époque, on s'est déconnecté finalement de la nature. On a fait la ville, le tuyau. On n'était pas dans cette idée d'urgence, mais on est parti dans une solution technique. Et ce que j'entends aussi à travers votre intervention, c'est que il faut agir vite, mais il faut agir aussi de façon raisonnée, et que la question du paysage, en dézoomant, en prenant un recul, elle est là aussi pour même dans tous ces petits aménagements, donner un sens global et retrouver aussi un lien au contexte, un lien au site dans lequel on est, un lien à ce qu'on peut appeler la nature, c'est-à-dire aussi le socle sur lequel on construira la ville de demain. Voilà, je pense qu'au travers de toutes ces réflexions, ça va nous inspirer pour ces tables rondes là qui suivent. Élodie, vas-y si tu veux en dire un petit mot. Un petit complément. Je me disais que pour amorcer notre journée, cette table ronde avec le politique, le scientifique et le concepteur, c'était déjà un très beau panel. C'était probablement les principaux ambassadeurs, porte-parole de ces visions transversales, et qu'on a en perspective aussi ceux qui réalisent, ceux qui gèrent, ceux qui entretiennent, ceux qui maintiennent dans les différents services, et puis les usagers. Et bon, je trouvais on démarrait bien. Et je voulais aussi partager un élément commun entre la métropole de Lyon, les scientifiques de l'OTU et le Grès, c'est qu'on organise tous les 3 ans à Lyon une conférence internationale qui s'appelle Novatech depuis 30 ans sur la gestion intégrée des eaux pluviales en ville, et on prépare la prochaine édition pour juillet de l'année prochaine. Et que l'ambition de cet événement, c'est de faire venir à Lyon tous les 3 ans toute la communauté internationale scientifique, mais aussi les praticiens, et d'attirer, de faire venir les acteurs du paysage de la ville pour qu'ils viennent nous parler de la façon dont ils gèrent l'eau. Donc je vous donne presque rendez-vous en juillet l'année prochaine pour venir partager ça avec nous et nous montrer aussi ce que vous faites.